Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour votre Journal Afrique. Nous sommes le lundi 18 août, voici les titres de cette édition. Au Sénégal, l'Assemblée nationale se penche sur la transparence avec un projet de loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Une première en Afrique francophone subsaharienne. Davantage de responsables publics pourraient aussi être contraints de déclarer leur patrimoine. Au Mali, 5 ans jour pour jour après le coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir, le pays reste plongé dans l'incertitude. Quel bilan sécuritaire et politique peut-on faire? Nous serons en direct avec le sociologue Mohamed Amara. Enfin, un cap sur le Tchad avec le groupe Ngonsar, un duo qui marie rap, chant et rythme traditionnel. Arsène B et Chérif portent haut les couleurs du Tchad entre héritage et modernité. Ils seront nos invités en fin de journal. Au Sénégal, les députés réunis en séance extraordinaire. Elle s'est ouverte ce lundi matin et va durer plusieurs jours. Différents projets de loi seront examinés sur la transparence et la bonne gouvernance. Les lanceurs d'alerte pourraient désormais bénéficier d'une protection et les responsables publics seraient plus nombreux à devoir déclarer leur patrimoine. On écoute les précisions de notre correspondante depuis Dakar, Alison Fernandez. L'un des textes très attendus par la société civile au Sénégal et qui sera débattu à l'Assemblée, le projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Il prévoit un statut juridique à ceux qui dénoncent des menaces, des crimes ou délits financiers dans le cadre professionnel en garantissant des droits précis, un accompagnement juridique ou encore une protection en cas de représailles à eux et leurs proches. Ce texte adopté serait une première en Afrique subsaharienne francophone. Autre projet de loi, il concerne la lutte contre la corruption, une des promesses phares du nouveau pouvoir en place, avec la création d'un nouvel office national de lutte contre la corruption qui viendra remplacer celui créé en 2012, avec des mesures censées renforcer l'efficacité et la transparence de l'institution. La loi sur l'accès à l'information consacre le droit des citoyens à obtenir toute donnée publique auprès de l'État et impose aux agences publiques de publier annuellement un rapport de gestion accessible à tous. Enfin, le projet de loi qui fait beaucoup réagir ici, c'est celui sur la déclaration de patrimoine. Il prévoit d'élargir le nombre de personnes concernées et d'abaisser le seuil déclaratif. Une réforme toutefois jugée incomplète par l'opposition qui lui reproche d'en exclure le président de la République qui n'est aujourd'hui tenu de faire une déclaration de patrimoine qu'au début de son mandat et non à la fin. Mais pour la majorité, une telle modification nécessiterait une révision de la Constitution. Plus de 3 semaines après son décès, la dépouille de l'influenceur burkinabé Alino Faso a été rapatriée ce lundi après-midi d'Abidjan vers Ouagadougou. Un transfert rendu possible selon le gouvernement burkinabé grâce aux démarches conjointes avec la famille du défunt. Le corps d'Alino Faso avait été retrouvé dans sa cellule le 24 juillet dernier. Il était accusé de collusion avec un État étranger. La justice ivoirienne a parlé d'un suicide par pendaison, une thèse rejetée par Ouagadougou qui exige une enquête. On reste au Burkina Faso, la coordinatrice résidente de l'ONU déclarée persona non grata selon un communiqué du gouvernement burkinabé. Carole Flores Merezniak est accusée d'avoir contribué à un rapport faisant état de violences commises contre des enfants dans le conflit armé. Un rapport jugé mensonger, fait d'affirmations sans fondement, estime Ouagadougou. Ce n'est pas une première. En décembre 2022, les militaires au pouvoir avaient déclaré persona non grata une précédente représentante de l'ONU au Burkina Faso. Le 18 août 2020, au Mali, les militaires renversaient le président Ibrahim Boubacar Keïta. 5 ans plus tard, ils sont toujours au pouvoir, sans élection en vue. Ils ont même renforcé leur influence. Rupture avec la France, rapprochement avec la Russie. Quel bilan sécuritaire, politique peut-on faire ? On va en parler avec Mohamed Amara, sociologue et auteur du livre Marchand d'angoisse, Le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être, aux éditions Grand Vaux. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boga, c'est un plaisir. Les militaires étaient arrivés en promettant de restaurer la sécurité. 5 ans après, quel est leur bilan face au groupe djihadiste ? Encore une fois, le bilan des chefs de la transition, en l'occurrence de Assimi Goïta et des 4 autres généraux, est un bilan qui reste mitigé à plus d'un titre. D'abord parce qu'ils ont pris le pouvoir en promettant en 2020 de changer le Mali, de ramener la sécurité, de ramener la paix, de changer les conditions de vie des Maliens. Et aujourd'hui, ces demandes-là sont loin d'être satisfaites, d'autant plus que, au-delà du fait d'avoir récupéré Kidal
il y a une dégradation de la sécurité au Mali et dans les deux autres pays de l'AES, le Niger et le Burkina, qui compromet en tout cas tout bilan positif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième et dernier point important, il y a aussi la dissolution des associations, des partis politiques, des regroupements politiques, qui a contribué à créer un contexte conflictuel tendu que le Mali n'a pas connu depuis une trentaine d'années. Et tout ça concourt à dire que le bilan des 5 ans des 5 généraux aujourd'hui, colonels hier, c'est un bilan qui reste mitigé parce qu'il est loin de satisfaire les raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir en 2020 après les manifestations du M5 RFP. Sur le plan politique, la transition annoncée comme temporaire s'est installée dans la durée. Début juillet, le régime militaire a accordé un mandat de président de 5 ans, renouvelable autant de fois que nécessaire et sans élection au général Assimi Goïta. Peut-on encore parler d'une transition? Quelles sont les chances de voir des élections organisées? La difficulté au Mali et ailleurs, dans tous ces pays qui sont en crise, crise démocratique, crise sécuritaire, crise politique, c'est de s'entendre sur le bon diagnostic, sur les mots. Qu'est-ce que c'est en fait une transition? Une transition, pour moi, c'est un pouvoir éphémère, un pouvoir qui va d'un point A à un point B, sur lequel on s'entend à partir d'un accord entre l'ensemble des acteurs pour aboutir à un changement, à un retour à l'ordre constitutionnel. Cela n'a pas été le cas, comme vous venez de le dire, et donc on n'est plus dans une transition parce qu'il y a le CNT, le Conseil national de transition, qui fait office d'Assemblée nationale, a accordé 5 ans renouvelables au président actuel. Donc on n'est plus en transition, on est dans une espèce de pouvoir qui est un pouvoir qui est entre le pouvoir transitoire et les stratégies de conservation de pouvoir, malheureusement. Et donc, nous sommes loin d'être en transition, plutôt des stratégies de conservation du pouvoir. Y a-t-il encore une opposition, plus généralement des voix discordantes? Bien sûr, il y a une opposition. L'opposition, c'est la possibilité aux uns aux autres de critiquer, de dire leurs désaccords, mais aussi de faire en sorte que ces désaccords-là s'expriment et permettent de changer un pays, une communauté, un territoire. Certes, les partis politiques et les regroupements politiques ont été dissous, mais encore, il y a un univers d'opposition informelle qui, grâce à la révolution numérique, aux réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, X maintenant, et j'en passe, permet à tous ceux qui sont en désaccord avec la marche de la transition ou de transition dans l'AES de s'exprimer et de se faire entendre. Et c'est ce qui rend difficile d'ailleurs la gouvernance au tenant du pouvoir, parce que ce n'est plus comme avant où tout passe par les médias d'État. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux uns aux autres, sans qu'ils se réclament d'un parti politique ou d'une association politique, de critiquer, de dire ce qu'ils pensent sur la marche du pouvoir. Et je pense que c'est quelque chose de salutaire et qui fait partie de la nouvelle donne aujourd'hui des possibilités des acteurs, hommes, femmes, et de toutes catégories socio-professionnelles confondues, de dire ce qu'ils pensent sur la marche d'un régime, d'une municipalité. Et ça, c'est très salutaire et très, très innovant. Des civils et des militaires, dont des généraux haut gradés, ont été arrêtés il y a quelques jours, suspectés de tentatives de déstabilisation. Comment analysez-vous ces événements? Sont-ils le signe d'une grogne dans l'armée, de divergence? Bien sûr, c'en est un. En plus de cela, on pourrait ajouter que ça, c'est un signal fort sur une espèce de crise de confiance au sein des autorités, au sein de l'armée, on va dire, en tout cas des autorités militaires, l'état-major, pour faire simple. C'est l'état-major, c'est le pivot de l'armée, en tout cas de toute armée. Et donc, il y a une crise de confiance qui s'exprime par ce que a été dit dans le communiqué officiel, qu'il y a une tentative de déstabilisation des institutions de la République. Et cette crise-là, il faudrait la mettre en parallèle
avec la situation sécuritaire du Mali, dans le nord du Mali, depuis Tinzaouaten jusqu'à Kayes. Rappelez-vous ce qui s'est passé en septembre 2024, les attaques à Bamako du camp de gendarmerie et de l'aéroport, et récemment ce qui s'est passé à Kayes, dans la première région du Mali, où le gouvernorat a été attaqué, sans compter aussi toutes les entreprises économiques, qu'il s'agit des entreprises publics ou privés, qui sont aussi saccagés par les groupes narcoterroristes, en particulier l'État islamique ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc, tout ça rend aujourd'hui difficile pour aller vers une espèce de solution sans avoir fait, en tout cas, une espèce d'implication de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du nord ou du sud, qu'ils soient des ex-rebelles, par exemple le FLA, le Front de libération de l'Azawad, qu'ils soient des politiques, donc une espèce de réhabilitation, en tout cas des façons de faire société ensemble qui me paraissent en tout cas centrales aujourd'hui par rapport à la situation actuelle et pour donner un nouveau visage au Mali. Merci à vous, Mohamed Amara, d'avoir été avec nous. Oui, un dernier point, madame, avant de se quitter. Oui, vous vouliez absolument parler du quotidien des Maliens, mais on manque un petit peu de temps. Alors, je vous laisse, mais vraiment en quelques mots. Oui, de parler des solutions, c'est important dans la situation actuelle, qui est une situation de crispation qui ne concerne pas que le Mali, l'ensemble de ces territoires, de pouvoir mettre en place une espèce d'alliance républicaine qui permettrait d'associer l'ensemble de ces acteurs-là, religieux, politiques ou ex-politiques, associatifs, toutes ces oppositions informelles qui poussent tous les jours, qui sont en désaccord avec la marche de ces régimes, c'est de pouvoir mettre en place en tout cas une espèce d'accord, une espèce d'entente républicaine pour changer et pour que les conditions de vie des Maliens, des Burkinabés changent, la question de l'eau, la question de la santé, la question de l'école, la question de l'alimentaire. Merci à vous. Toutes ces questions sont fondamentales et ne peuvent être résolues que dans le cadre d'un accord républicain. Merci à vous pour cette précision. Au Bénin, les recherches se sont poursuivies ce lundi dans l'espoir de retrouver la quarantaine de disparus dans un accident de bus. Les faits se sont déroulés ce week-end. Le véhicule qui reliait Lomé à Niamey est tombé dans le fleuve Ouémé après avoir percuté la rambarde d'un pont. En début d'après-midi, les équipes de secours ont pu sortir le bus du fleuve. Selon un bilan provisoire du gouvernement que nous avons pu joindre, 26 corps ont pu être repêchés, 16 resteraient encore sous l'eau. C'est un médicament vital, mais il est devenu rare et hors de prix dans l'est de la RDC, l'insuline. À Bukavu, les stocks fondent et certains patients se retrouvent sans traitement. Une situation qui s'aggrave depuis la reprise de Goma et de sa région par les rebelles du M23. Les approvisionnements sont bloqués et je vous l'ai dit, les prix flambent. Un sujet signé Lola Colomba et Aurélien Porcher. Bernadette est diabétique. Régulièrement, elle doit se rendre chez le médecin pour être pesée et faire vérifier sa pression artérielle. Des examens de routine, mais qui ne suffisent pas. Bernadette a besoin d'un traitement. Parfois, quand la glycémie monte, elle a besoin de l'insuline aussi. Malheureusement, pour elle, l'insuline coûte cher et ça lui demande suffisamment de moyens. Notre part, en tant que médecin, nous prescrivons, nous l'accompagnons, mais elle n'est pas en mesure de se procurer de l'insuline. Dans son bureau du centre de diabétologie, le docteur Kaleezo garde précieusement quelques doses, mais son stock s'amenuise de jour en jour. Selon lui, l'insuline a toujours été chère à Bukavu. Mais depuis la prise de la ville et de sa voisine Goma par les rebelles du M23 en février dernier, la crise s'est accentuée. L'aéroport de Goma, qui parvenait à nous procurer des médicaments venant de Kinshasa, n'est plus opérationnel. À notre niveau, nous avons trouvé d'autres options, notamment à partir de pays voisins où nous parvenons à avoir des médicaments, bien que difficilement. Pour se fournir, le docteur Kaleezo se rend désormais au Rwanda. Mais cela ne suffit pas à combler les besoins. Même constat dans cette officine située non loin. La pharmacienne s'exprime sous couvert d'anonymat, par crainte, dit-elle, des représailles du M23. Quand tout allait encore mieux, l'insuline coûtait 4,5 sur les marchés. Après un moment donné, il y a eu hausse exagérée du prix. On a commencé à payer à $6, même 6,5. La crise économique n'en finit pas dans la région, où l'argent ne circule plus.
La plupart des guichets de banque sont désespérément fermés depuis février. En RDC, toujours, au moins 52 civils ont été tués ces derniers jours dans des attaques attribuées aux rebelles ADF dans le Nord Kivu, annoncé ce lundi la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. Du sport à présent avec le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule tout au long de ce mois d'août. Une compétition réservée aux sélections nationales composée uniquement de joueurs évoluant dans un club de leur pays. Ce soir, les derniers matchs du groupe C ont eu lieu. 3 buts partout pour la rencontre Afrique du Sud-Ouganda. L'Ouganda qui termine premier de son groupe et file donc en quart de finale. Algérie-Niger, 0 partout, mais les Fennecs ont quand même assuré leur qualification pour les quarts. On en vient à l'Afrobasket. C'était la première journée de barrage. Le Mali s'est imposé face à la Guinée 70-67. Il s'offre donc une place en quart de finale. C'est également le cas pour le Sénégal qui vient de battre le Soudan du Sud 78-65. On prend maintenant la direction des Comores. C'est une petite fleur jaune au parfum enivrant. L'ylang-ylang, elle est très prisée par les grandes maisons de parfumerie, mais derrière ce trésor économique, il y a un revers inquiétant. La production d'huile essentielle accélère la déforestation et assèche les rivières. Sur l'île d'Anjouan, le danger est réel. Un récit avec Luc Hortel et Aurélien Porchet. Au cœur de l'île d'Anjouan, dans l'archipel des Comores, la cueillette de l'ylang-ylang est une tradition et un pilier économique. La fleur jaune, prisée des grandes maisons de parfumerie, est omniprésente dans le quotidien des habitants. Selon les périodes, la récolte de l'ylang-ylang est bonne ou non. À la floraison, en famille, nous venons tous pour cueillir la petite fleur. On travaille alors de 8h à midi, voire 13h. Ensuite, on dépose la récolte près de la distillerie. Mais derrière cette activité florissante, un danger grandit. La production artisanale d'huiles essentielles consomme des tonnes de bois. À Anjouan, pour obtenir un seul litre d'huile, il faut brûler environ 250 kg de bois. Une pression colossale sur les dernières forêts de l'île, déjà réduite de 80% en 20 ans. Le secteur de l'ylang-ylang rapporte beaucoup au pays. On ne peut donc pas le délaisser. Il faut qu'il trouve les voies et les moyens pour que la production continue, sans que cela ne détruise l'environnement. Certains distillateurs, comme Mohamed Mahamoud, ont compris l'urgence. À 67 ans, il a changé ses méthodes en adoptant la 3e génération d'alambic en inox et un four mieux isolé. Résultat, une consommation de bois réduite de moitié. Après avoir été rendu compte que ça détruit l'environnement, ça fait sécher les eaux sous le guide de l'idée Initiative Développement qui est installée ici. Et 2 fois, ils sont chargés justement de la sensibilisation, des formations par rapport à ça. Car la déforestation a une autre conséquence, les rivières s'assèchent. Il y a 100 ans, l'île comptait 50 cours d'eau. Aujourd'hui, moins de 10 coulent encore en continu. Des ONG mènent une course contre la montre en replantant arbres et haies sur les flancs des montagnes. Ils coupent les arbres et ils n'en plantent pas. Nous, on replante. Mais en 1925, il y avait 50 cours d'eau avec un fort débit. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Face à l'ampleur de la crise, le gouvernement comorien se mobilise. Pour le ministre de l'Environnement Aboubacar Ben Mahmoud, l'urgence est absolue. Aujourd'hui, avec la démographie, les agriculteurs sont en train de rechercher des terres arables pour leurs activités agricoles. Et donc, on assiste à cette déforestation, on assiste à des feux de brousse qui font qu'aujourd'hui, on a perdu 80% de nos forêts naturelles. Entre préservation de la biodiversité et survie économique, Anjouan marche sur un fil. Et si rien ne change, le parfum de l'ylang-ylang pourrait bien devenir celui d'une catastrophe annoncée. Ce soir, cap sur le Tchad avec le groupe Ngonsar, 2 artistes nés à Sarre, passés par le Cameroun pour leurs études, et devenus les gardiens d'un son qui marie rap, chant et du rythme du terroir. Avant de les accueillir, on découvre tout de suite leur univers. Regardez. Duo, le choix de travailler ensemble, c'était une évidence. Qu'est-ce que chacun apporte à l'autre? Ouais, déjà, comme on vient de Sarre, nous sommes tous les 2 des cousins et chacun évoluait de son côté. Donc on faisait du rap, du R&B, de l'afrobeat.
Et c'est de l'autre côté du Cameroun où l'idée était venue de créer un groupe. Donc déjà 2-3 collaborations. Après, il est question de faire un autre rythme, un truc qui nous ressemble directement. Donc on était obligé de faire du Ngadja. Et ça a pris une fois. Après, on a dit, mais pourquoi ne pas former un groupe, quoi. Donc c'est comme ça a commencé. Qu'est-ce qui vous inspire dans les sonorités traditionnelles du Tchad? Ce sont les instruments, les rythmes, l'héritage culturel? Bon, déjà, la base, c'est le rythme, les instruments et tout, parce que c'est un truc qui vient de chez nous. On s'y connaît un peu dedans et tout. Parce que là, aujourd'hui, si on se dit qu'on fait un rythme d'ailleurs, peut-être qu'on ne va pas bien maîtriser. Et déjà, c'est quoi les rythmes spécifiques du Tchad? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Il y en a beaucoup. On a du gourna, on a le nganja, le saï, le bayan et tout. Et déjà, comme le nganja, ça vient de chez nous directement et tout, on s'est dit pourquoi ne pas faire ça? Parce que ils évoquent quoi ces rythmes? Qu'est-ce qu'ils signifient? Le nganja, c'est d'abord à la base, c'est un rythme des initiés. Donc voilà. Quand ils sortent déjà de la brousse et tout. Après, c'est la danse où ils exécutent dans la ville et tout. Donc voilà, on s'est dit que voilà, comme ça vient de chez nous et tout, il faut qu'on mette un peu l'accent dessus. Et puis on fait de ça notre univers et tout. Et comment vous les modernisez sans les dénaturer? Oui, parce que bon, d'abord, c'est un rythme très inspirant parce qu'on dit ça pourquoi? Quand les femmes écoutent ça chez nous, elles ne peuvent pas résister. Ouais. Du coup, même si elles sont à la cuisine... c'est une arme de séduction en fait. Et puis après, on a juste gardé d'abord beaucoup plus, on met l'accent sur la percussion. Et le côté moderne, c'est qu'on a envoyé un peu de guitare, on a envoyé un peu de piano, un peu de batterie aussi. Mais il est question que ça reste naturel, comme on le dit. Voilà, la percussion est la base là-bas. Vous êtes toujours d'accord sur les choix artistiques ou il vous arrive de vous disputer? Bon, déjà d'accord d'abord parce qu'à la base, on s'est dit que voilà, avant, avec le R&B et tout, c'est pas trop ça. Et là, maintenant, c'est des propositions. Chérif a un truc comme ça, dans le même sens et tout. Il dit, Arson, écoute, est-ce qu'on peut parler sur ces genres de trucs-là? Et puis voilà, on discute vite fait et puis on avance. Vos chansons portent souvent un message. Quel thème tenez-vous le plus à défendre? Ouais, beaucoup plus c'est l'appel à la conscience de la jeunesse. Parce que là, nous, on répare, c'est pour puiser. Bien sûr qu'on est jeune, mais on veut d'abord aller à la source pour puiser ce qui est de chez nous d'abord. Donc, c'est un retour à la source, essayer de voir comment nos racines, essayer d'exporter aussi la culture qu'on a chez nous. Donc, c'est beaucoup plus c'est sur ces genres de choses. Et on chante aussi beaucoup plus l'amour et le social, en fait. Pas que l'amour, hein, de votre titre Dengue, vous célébrez la beauté, l'élégance, la confiance en soi. Pourquoi c'était important d'écrire une chanson sur cette thématique? C'est important parce que c'est pour dire aussi à tous ceux qui veulent se mettre bien là, que c'est pas seulement là, comme on est en train de faire un truc de chez nous, culture et tout, mais quand tu sors, il faut que tu aies confiance en toi. Tu t'habilles bien, tu te sens bien en toi et puis voilà. Donc voilà, c'est essayer de toucher un peu tous les thèmes et généralement les choses à laquelle on vit au quotidien et tout, quoi. La spiritualité aussi, ça fait partie des thèmes auxquels vous tenez? Oui, parce que déjà dans l'introduction de l'album Racine Espoir, on avait parlé de ces choses parce que c'est très important de se ressourcer comme on essaye de le dire plus souvent. Même si y a la modernité qui est là, mais ça demande toujours à repartir à la source, savoir d'où l'on vient et qu'est-ce qui se passe chez nous, parce que là, on est en quête de notre identité, en fait. Donc, on interpelle tous les jeunes à repartir, de savoir où ils viennent et tout. Ouais. Quelle est la réaction du public face à ce mélange traditionnel-moderne? Ils étaient surpris? Oui, à la base d'abord, parce que déjà, le public a aimé. Le public a aimé et maintenant, c'est un combat aussi à nous. On veut exporter ça là, partout un peu dans le monde, faire découvrir aussi notre univers et notre culture. Donc, c'est important, c'est pourquoi Chérif vient de dire tout à l'heure, on est obligé de mettre un peu de guitare, un peu de la batterie et tout. Et là, maintenant, ça peut passer partout et tout le monde peut jouer. Donc, le public a plutôt bien pris. Eh bien, merci à vous d'avoir été avec nous. On se quitte en musique avec un de vos titres, Marabaï. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.
Merci. Merci. On s'est connu il y a des années, pourquoi c'est compliqué? On est des alliés depuis des années. La